Vous savez, d'abord dans une coalition, les deals ou les accords doivent être sincères. Mais nous avons comme l'impression, les amis du FCC, même après 18 ans de pouvoir, n'arrivent pas à s'éloigner de celui-ci. Donc ils sont là pour continuer à s'accaparer du pouvoir. Mais je crois que toute chose restant égale par ailleurs, donc d'ici peu de temps, il y aura un débâcle. Je vais demander à tous les leaders que tout un chacun rentre d'abord dans sa base. Vous comprenez? La MOUCA, c'était une plateforme électorale. Est-ce que Martin Fayulu d'abord a une base? C'est ce qui pose problème. C'est ce qui pose problème. Je sais qu'il a quelques badauds, quelques partisans, sympathisants, n'est-ce pas, qui ont un lit domicile à la personne de Martin Fayulu, mais je pense que décider par exemple n'a qu'un siège. Je crois que c'est au niveau de l'enseignement. Donc en dehors de ça, il n'y en a plus. Je vais vous donner un exemple par exemple. Quand vous prenez les Sankoro, un monsieur Mende qui est expérimenté mais un passé sombre, très conflictuel. Vous voyez? Vous prenez Moukoumadi, un monsieur jeune, très intelligent, qui n'a pas un passé sombre mais inexpérimenté. Vous voyez? Donc ça pose déjà un sérieux problème. Donc je pense que les mélanges, il y a Vital Kamerhe qui a déjà travaillé, et les autres, les directeurs de cabinet, et les autres là qui ont travaillé. Je crois que les mélanges de tout peut faire quelque chose. Donc dans les mal, on peut tirer les biens. Radio Bissonyonso Congo, RDC, une chaîne au cœur du monde. Bonjour chers téléspectateurs de l'émission Tolobela Ekolo. Nous vous souhaitons la bienvenue dans cette émission. Aujourd'hui, je reçois pour vous Maître Franck Anguini, qui est secrétaire général de Rangemac, c'est une ONG. Bonjour Maître Franck. Bonjour Madame Goudou. Comment vous allez? Oui, ça va. Il y a une petite précision sur Rangemac in Asbel. Ah voilà, c'est une Asbel. Voilà, merci beaucoup pour la précision. Et avec Maître Franck, nous allons faire un brossage sur l'actualité. Et aujourd'hui, nous commençons déjà avec la première actualité qui fait débat. Il s'agit de l'élection du bureau définitif de la Chambre haute du Parlement, donc du Sénat. Et nous avons constaté qu'il y avait 3 candidats. Et un a désisté en faveur de Alexis Thambwe Mwamba, donc il n'en reste plus que 2. Donc c'était juste question de faire diversion, si on peut le dire ainsi. Alors dites-nous, selon vous, est-ce que Alexis Thambwe Mwamba a le profil d'un sénateur? D'abord, merci pour la première question. Je voudrais ici rappeler à tout un chacun que M. Thambwe Mwamba, candidat sénateur au poste de bureau de la présidence du Sénat, c'est un monsieur, en tout cas sans embâche, c'est un monsieur expérimenté, mais qui a un tout petit peu un passé sombre. Donc plusieurs dossiers sur sa tête, plusieurs cris d'alarme qui ne cessent de les suivre, notamment l'affaire Moïse Katumbi, notamment l'ordre des ordonnances signées par les chefs de l'État pour la sortie des prisonniers politiques. C'est un monsieur qui a un passé un tout petit peu sombre. C'est-à-dire il a ce qu'on appelle un côté orgueil, donc un tout petit peu arrogant. Mais je crois que s'il faudra faire les profils, du point de vue profil, je crois que c'est un monsieur compétent. Mais seulement sa compétence est au service du mal. Donc, comme on peut le constater, il a été plusieurs fois dans des sales dossiers, en commençant de la rébellion jusqu'à nos jours, et c'est un monsieur qui n'est pas stable politiquement. Souvenez-vous, il était avec les RCD Goma, il était avec Jean-Pierre Bemba, il est actuellement avec Kabila. Donc c'est un monsieur qui, un tout petit peu, de son côté arrogant, fait défaut justement dans ces postes-là. Oui, on l'accuse aussi de crimes. Il a commis beaucoup de crimes. Et lors de la campagne de l'élection de cette chambre haute, il s'est excusé auprès du peuple congolais. Donc il a présenté ses excuses au peuple pour tous les mal qu'il leur a fait dans le passé. Est-ce que pouvons-nous nous limiter juste à cela? Vous êtes quand même juriste, vous connaissez la loi.
Alors dites-nous, est-ce qu'il faudrait se limiter à ce pardon pour lui accorder toutes les chances et toutes les faveurs ou il doit répondre de ses actes? Je crois d'abord que sur le plan légal, la loi ne reconnaît pas un pardon. Vous connaissez? Donc il y a toute une procédure justement pour acquitter une personne qui est auteur de certains actes qui portent grief à la loi. Mais je pense que personnellement, je crois qu'on peut demander pardon, mais un pardon sur des actes nommés. Jusqu'au moment où nous parlons, quand quelqu'un fait par exemple une déclaration en disant que nous avons commis tant de mal à la République, mais les actes sont innommés. Il aurait dit, de préférence, commencer par dire que voilà, par exemple, dans tel ou tel acte, nous avons fait ça, et par rapport à ça, nous demandons pardon aux Congolais. On ne peut pas commencer à demander à s'excuser pour des actes innommés. Donc c'est un non-événement, c'est une manière, comme je dirais, un pardon fantaisiste qui n'a rien à voir avec un pardon et sincère. sans oublier aussi qu'il est sous la sanction, les sanctions de la communauté internationale. Est-ce que cela pourrait le rattraper, même tout justement, nous avions eu dernièrement une conférence sur la qualité des actes produits par des personnes sanctionnées par les sanctions ciblées des Occidentaux, notamment les États-Unis et puis l'Union européenne. Je crois que le Sénat, c'est aussi une chambre diplomatique. À partir du moment où vous avez un sénateur ou un président qui a du mal à se déplacer, aller patati patata, je pense que ça peut aussi influencer je crois que la façon de faire les choses au niveau du Sénat. Parce que là, on n'a pas compris. Leur autorité morale, comme on dit Joseph Kabila, pouvait choisir une personne capable, moins connue dans les milieux politiques congolais, qui pouvait aussi faire mieux. Dans les FCC, il n'y a pas qu'Alexis Tambou, il n'y a pas que Bochab. Tous les actes signés par ces deux messieurs-là, je crois que, sauf erreur de ma part, ne seront pas exécutés. Même ce qu'on appelle les missions diplomatiques signées par ces gens-là ne seront pas considérées. Les gens bénéficiaires de tous ces actes-là auront du mal à avoir des visas au niveau des ambassades des pays dont je vous ai cité, notamment les pays qui se trouvent dans l'Union européenne ainsi que les États-Unis. Donc, c'est un peu des l'imbroglio, n'est-ce pas, à l'intérieur de cette classe politique. Je crois qu'on pouvait faire mieux avec d'autres candidats, donc ça allait être une très bonne chose. Hein. Au FCC, il y a beaucoup de compétences. Et quelque part, ce n'est pas Joseph Kabila qui essaye de nuire à Alexis Thambwe Mbemba, si on essaye un peu de voir ses pensées, de contourner ses pensées, il n'essaye pas de le nuire, parce que pourquoi l'a-t-il seulement sélectionné? Il y a un bon nombre de gens dans le FCC, mais pourquoi a-t-il porté son choix sur Alexis Thambwe Mbemba, tout en sachant qu'il est sous sanction? Justement, c'est ce que je suis en train de vous le dire. D'abord, vous allez vous souvenir, avant que Joseph Kabila ne quitte le pouvoir, avant la passation pacifique du pouvoir, Joseph Kabila a démontré aux gens qu'il pouvait encore travailler avec des gens qui étaient sanctionnés au niveau, au niveau international, notamment le général John Numbi, qui était nommé inspecteur alors qu'il est sous sanction, notamment le général Tango Fort, qui a été reconduit d'ailleurs, même gradé, alors qu'il est sous sanction des Nations Unies, mais je crois que plutôt des États-Unis. Je pense que cette manière de faire des choses cache un deal là à l'intérieur, parce qu'on ne peut pas admettre, en dépit de toutes les compétences qui regorgent le FCC, qu'il y ait seulement des personnes qui sont sanctionnées. C'est une manière d'isoler la RDC à la scène internationale. Donc il ne faut pas aller par quatre chemins, et notamment même certaines personnes pensent même la coalition entre FCC Cash semble porter grief. C'est une alliance contre nature qui ne semble pas cadrer avec la réalité de la scène politique. Et en parlant de cette coalition, maître, au fait, c'est une cohabitation ou c'est une coalition? C'est qui règne? Parce que jusque-là, on ne comprend pas la position du chef de l'État vis-à-vis de son partenaire. C'est comme s'il y a une dominance au fait, sur le chef de l'État.
D'abord, vous devrez savoir une chose, Joseph Kabila a une majorité numérique au sein de l'Assemblée, d'ailleurs au sein de toutes les assemblées, que ce soit nationale, le Sénat, ainsi que les assemblées provinciales. Donc, il contrôle pratiquement la législature congolaise. Donc, eux, à ce titre-là, il a un tout petit peu une prééminence sur tous les actes que le chef de l'État va devoir prendre. Dans quel sens? Lorsque le chef de l'État veut, n'est-ce pas, faire voter un projet de loi, c'est-à-dire un projet de loi qui vient par exemple du gouvernement, ça doit passer par l'Assemblée nationale, où les FCC est majoritaire. Donc vous voyez la difficulté qu'aura les chefs de l'État à ce niveau. Donc à chaque fois qu'il va, il aura besoin de mettre en place un acte, plutôt un projet de loi, il aura toujours besoin du concours du FCC qui passe par Joseph Kabila à travers ses mots d'ordre. Vous voyez la difficulté. Et maintenant, qu'à cela ne tienne, vous allez constater qu'en dépit de cette majorité numérique, la personne qui a la signature, c'est le président Fachi. Donc, à ce niveau-là, on peut dire que c'est du 50-50. Puisque le président de la République, il n'y a pas un pouvoir, comme on dit, un pouvoir apparent. Ça n'existe pas. Il est président de la République, il le reste. Donc, on peut aller par comme on dit, des crocs à jambes. On peut aller par des moyens contournés, mais il est là et il reste le président. Oui. Mais puisque vous avez parlé de la signature, c'est lui qui garde la signature, donc c'est lui qui détient la signature. Il avait dernièrement, il y a de cela je crois 2 ou 3 mois, les ordonnances présidentielles ont été bloquées par une ministre du portefeuille qui appartient au regroupement FCC. Mais là vous dites que le chef de l'État détient la signature. Oui, il a signé les ordonnances, mais de son côté, la ministre, elle gèle, elle bloque, en fait, simplement parce que les injonctions viennent de leur autorité morale. Vous ne voyez pas que là, vos propos n'y tiennent pas. D'abord, je voudrais vous rappeler ici, et rappeler à un bon nombre de téléspectateurs qui nous suivent, que les actes des chefs de l'État ne peuvent en aucun cas faire l'objet de contrôle au niveau du ministère, n'est-ce pas? Il y a des cours et tribunaux capables notamment de faire ce qu'on appelle les contrôles des actes réglementaires et non réglementaires. Donc à ce niveau-là, les ministres de la Justice, effectivement, nous avons constaté une hésitation de sa part, mais seulement elle n'a pas cette qualité-là de pouvoir s'opposer. Moins encore les parlements, de pouvoir faire les contrôles sur la constitutionnalité des actes pris par les chefs de l'État. Donc, ce que la ministre de la portefeuille est en train de faire, il porte préjudice, n'est-ce pas, à la compétence et à la qualité qu'a les chefs de l'État. C'est une manière de défier. C'est une manière de défier. Bon, elle a donné ses propres raisons. Il semblerait qu'elle était malade, entre guillemets. Nous savons que nous sommes sur la scène politique. Vous pouvez être malade, mais les cabinets fonctionnent. Donc, c'est juste, c'est une sorte de la mauvaise foi. C'est une sorte de la mauvaise foi, mais je crois que dans peu de temps, je crois d'ici peu, dans un mois, ça peut être peut-être trop, selon certains échos, on peut déjà avoir un gouvernement. Et oui, les chefs de l'État, lors de sa sortie médiatique au niveau de l'Est du pays, il a bien dit que ça peut prendre le temps que ça prendra, mais ces ordonnances vont poser, comme on dit, vont entrer en vigueur. Donc ça dit, même si cette dame ne signe pas, d'ailleurs j'aurais proposé au collectif des juristes qui sont tout autour des chefs de l'État de porter plainte contre cette dame-là. Et c'est ce qui s'était fait, parce qu'il y a les conseillers juridiques de ces 2 personnes qui ont été nommées, donc de ces 2 personnes de la GECAMINE et la CNSS, qui ont essayé de porter plainte. Bon, on n'a pas encore eu une bonne suite, mais ce qui était dit qu'ils allaient essayer de porter plainte. Et il y a déjà aussi une fumée blanche qui s'annonce déjà, parce que d'ici là, le 29 juillet, selon les sources, il y aura déjà un gouvernement. Mais le problème, c'est que à la sortie du gouvernement, selon vous, quel genre de ministère voulez-vous que les chefs de l'État s'accaparent? D'abord, si ça ne dépendait que de moi, je crois que tous les ministères régaliens devraient impérativement revenir au chef de l'État.
Je crois que je dis ça en connaissance des causes. Vous savez, d'abord, dans une coalition, les deals ou les accords doivent être sincères. Mais nous avons comme l'impression, les amis du FCC, même après 18 ans de pouvoir, n'arrivent pas à s'éloigner de celui-ci. Donc ils sont là pour continuer à s'accaparer du pouvoir. Mais je crois que toute chose restant égale par ailleurs, donc d'ici peu de temps, il y aura un débâcle. Et en ce qui concerne la sortie du gouvernement, je pense que les chefs de l'État doivent tenir compte d'un passé de tout un chacun. Donc, à mon avis, si possible, ou si possibilité y est, il peut demander, n'est-ce pas, au délégué du FCC de lui proposer 3 noms, par exemple, ou 4. C'est ce qu'il avait proposé. Donc, dans chaque ministère, et les chefs de l'État, dans son pouvoir discrétionnaire, va enfin, n'est-ce pas, choisir les brebis et rares, c'est-à-dire ceux-là qui n'ont pas un passé sombre. Je crois que même au niveau du FCC, il n'y a pas que ceux-là que nous voyons. Il y a des têtes pensantes, et j'en suis sûr, qui sont étouffés, bien sûr. Qui sont étouffés par ceux-là qui font des bruits de n'importe quelle manière. Je crois qu'on peut essayer de donner la chance à d'autres personnes. Par exemple, on nous a surpris avec Madame Janine Mabunda, qui est une compétence. Et le Premier ministre aussi, le Premier ministre Lukamba. On peut les reprocher au niveau de la SCTP, mais je crois que c'est un monsieur qui n'a pas assez des dossiers un peu sales, quoi. Donc, malgré la sortie du gouvernement qui s'annonce, une franche partie de la diaspora estime que la RDC traverse un moment de crise. Alors, partagez-vous cet avis? Je pense que la crise n'existe que dans certaines têtes. Ça n'existe que dans certaines têtes. Alors qu'en réalité, il n'y a pas une crise. Il y a quelle crise? Il n'y a pas une crise. Mais il faut dénommer la crise. Nous avons une crise politique. Mais pour dénommer la crise, il y a Martin Fayulu qui est en train de préparer sa tournée dans toute l'étendue de la République. C'est pour voir un peu... ça, c'est ce qu'on appelle une blague. Faire un état c'est une blague de sur la mauvais crise. goût. C'est une blague de mauvais goût, je pense. Mais pourquoi vous ne voulez pas l'écouter, au fait? Pourquoi vous n'aimez pas écouter Martin Fayulu? Pourquoi on l'étouffe? Parce que tout ce qu'il dit n'est pas toujours mauvais. Hein. Bon, leur combat, c'est jusque-là, ils luttent pour l'avancement du pays, le développement du pays. Il faut jusque-là, quand même lui prêter oreille aussi. Mais quel est le plan Maréchal qui a été proposé par M. Fayulu, l'honorable Fayulu? Il n'y en a pas. Il n'y a que des contestations en contestation. Je ne pense pas. Non, mais les combats pour la vérité des urnes, apparemment, ils s'étuent. D'abord, au sein même de cette plateforme, j'ai dernièrement dit à certains cadres de la MOUCA, que nous avons de très bonnes relations, que je crois que Martin Fayulu devait penser à autre chose. Hein. Il vous gêne apparemment. Ça ne gêne pas. Le problème est qu'il est en train de suivre une démarche sans issue dans l'avenir. C'est ce qui pose problème. Donc je crois qu'il peut faire autrement, n'est-ce pas? Dernièrement, j'ai lu sur les réseaux sociaux quelques propositions données par M. Fayulu. C'est un honorable. Il est reconnu, n'est-ce pas, comme étant honorable dans cette qualité-là. Et je pense qu'à ce titre, il peut exercer, n'est-ce pas, il peut jouir plutôt de cette qualité pour pouvoir proposer certaines choses qui peuvent faire avancer les pays. Au sein même de la MOUCA, il y a une confusion totale. Certains optent pour une opposition républicaine, telle que Moïse Katumbi et Jean-Pierre Bemba. La preuve est que Jean-Pierre Bemba est en train de faire sa tournée au niveau du Grand Équateur. Mais au sein de la MOUCA, on ne les considère plus comme partisans de la MOUCA. On dit qu'ils sont en train déjà de se disperser et tout. Chacun va dans son coin. Le grand leader, c'est Martin Fayulu. Les autres soutiennent Félix. S'il faudra que je puisse proposer, je vais demander à tous les leaders que tout un chacun rentre d'abord dans sa base. Vous comprenez? La MOUCA, c'était une plateforme électorale. Est-ce que Martin Fayulu d'abord a une base? C'est ce qui pose problème. C'est ce qui pose problème. Je sais qu'il a quelques badauds, quelques partisans, sympathisants, n'est-ce pas, qui ont un lit domicile à la personne de Martin Fayulu, mais je pense que décider par exemple n'a qu'un siège, je crois que c'est au niveau de l'enseignement, donc en dehors de ça il n'y en a plus. Donc je pense qu'à ce titre-là,
on peut toutefois donner la chance. Martin Fayoulou a été plébiscité comme étant candidat de la coalition par des gens qui l'ont soutenu, tels que Moïse Katumbi et Jean-Pierre Demba, qui ont mis des moyens à sa disposition. Et je pense que Martin Fayoulou, un bon homme, devrait logiquement suivre la politique prônée par les deux gaillards qui ont mis en place des moyens colossaux justement pour les faire épanouir. Donc aujourd'hui là, il ne peut que remercier ces deux géants-là. Ne soyons pas ingrats dans certaines circonstances. Remercier, mais continuer la lutte. Lorsqu'on constate qu'il y a une crise, quand même, il ne va pas se taire. Parce que la lutte que Martin Fayoulou est en train de mener, c'est celle que c'est une Félix, retenez la date d'aujourd'hui. L'UDPS a aussi mené pendant 37 ans et tout. Ils n'ont pas été étouffés. Hein. La comparaison n'est pas raison. Fayoulou n'a nullement été empêché. Tous ces meetings ont été autorisés en dehors du 30 juin où le chef de l'État ou plutôt le gouverneur avait estimé qu'il y avait une opportunité, n'est-ce pas, de pouvoir organiser une marche. On leur a demandé de prendre même les premiers ou les 31, mais M. Fayoulou n'était pas d'accord avec ça. Mais vous avez vu ce qui s'était passé. Donc, je pense que même dans un pays des vieilles démocraties, il y a quand même une certaine... il y a quand même une hiérarchie des normes qui existe, n'est-ce pas? Donc, M. Fayoulou ne peut que se référer à toutes ces lois-là. Tout ira mieux. Voilà, revenons à la coalition Cash FCC. En quoi sera-t-il avantageuse pour le peuple congolais, cette coalition? Je crois que ça ne sera avantageux que si les ambitions poursuivies par les deux partis prônent justement l'avancement met en place des mécanismes pour faire avancer les pays. Je crois que personnellement, j'aurais souhaité que nous ayons même 40 ministres. Même 40 ministres, je crois que c'est le tour. Il y a certains ministères qu'on doit... 45 ministères apparemment, selon moi. Mais c'est de trop. J'ai dit plus ou moins, c'est-à-dire les ministres et les vice-ministres. Donc dans l'ensemble, dans son activité, voilà. 45 ministres. C'est-à-dire y compris les ministres d'État et tout ça. Je crois que personnellement, et les vice-ministres. Donc tout au plus 45 ça peut suffire. Il y a des ministères qu'on peut mélanger. Vous prenez par exemple les ministères des Affaires étrangères. Vous prenez par exemple les ministères les ministères de l'Éducation nationale, où on peut englober le ministère de l'enseignement supérieur, les ministères de l'enseignement secondaire et puis les ministères de l'enseignement professionnel. Vous allez par exemple sport et loisirs, n'est-ce pas? Ce sont des ministères à mélanger. Jeunesse, sport et culture, vous mettez ça ensemble. Les ministères des relations avec les parlements, on peut effacer ça. Un ministre, pour être convoqué, n'a pas besoin d'un autre ministre délégué au Parlement. Ça ne vaut pas la peine. Donc, il y a des ministères qui ne bouffent que l'argent de l'État. Donc, voilà. Et on dit, bon, c'est que nous entendons, les internautes aussi, nous voyons comment le peuple réagit. Ils disent que le mal dans cette coalition, c'est Kabila. Bon, ma question est celle-ci. Est-ce que le chef de l'État lui-même est bien entouré? Bon, dans toute œuvre humaine, il ne manque pas des imperfections, mais je crois que jusque-là, il y a une lueur d'espoir à l'endroit de tous les Congolais qui espèrent à un Félix nouveau qui peut faire des choses autrement auparavant. Donc je crois que les problèmes de l'entourage, jusqu'au moment où nous parlons, on peut leur donner une année. Ils ont encore du temps. La plupart d'eux n'ont jamais travaillé administrativement, tout comme au niveau de certaines fonctions de grande envergure. Non, mais c'est quand même une nation. On ne peut pas placer n'importe qui à la tête. Mais les gens sont en train de constater qu'il y a quand même des failles et des lacunes au niveau de l'entourage du chef de l'État. Je vais vous donner un exemple par exemple. Quand vous prenez les Sankoro, un monsieur Mende qui est expérimenté mais un passé sombre, très conflictuel. Vous voyez, vous prenez Moukoumadi, un monsieur jeune, très intelligent, qui n'a pas un passé sombre, mais inexpérimenté. Vous voyez, donc ça pose déjà un sérieux problème. Donc, je pense que les mélanges, il y a Vital Kamerhe qui a déjà travaillé, et les autres, les directeurs de cabinet, et les autres là qui ont travaillé. Je crois que les mélanges de tout peut faire quelque chose. Donc, dans les mal, on peut tirer les biens.
Voilà. Merci beaucoup, Maître Franck. Vous nous aviez dit que vous êtes secrétaire général de votre D'ailleurs, ASBEL Ronjec. je voudrais profiter de l'occasion justement pour annoncer à tout le monde que c'est mercredi, nous allons organiser un sitting au niveau de la FECOFA parce que Rongimac a une vision globale. On ne se limite pas seulement au niveau des politiciens, mais notre vision est un tout petit peu plus large. Je crois qu'on aura le temps de trouver un temps pour faire toute une émission sur ça. Voilà. Mais déjà, c'est mercredi, nous avons un sitting. Les points de départ, c'est au niveau des Huileries jusqu'au niveau du siège de la FECOFA, où nous allons demander la démission de M. Constant Marie. En dehors de ça, nous aurons la ministre du portefeuille. Si et seulement si les gouvernements ne sortaient pas, il y aura encore une action contre lui. Donc c'est comme ça que nous allons faire pour aider les chefs de l'État. Donc que chaque Congolais là où il est se sente à l'aise, qu'il ajoute une pierre dans l'édifice. Il n'y a pas seulement que Fatih qui peut faire mieux, donc nous également dans notre secteur, on peut faire mieux. Voilà, merci beaucoup. Merci d'avoir répondu à notre invitation, Maître Franck. En tout cas, fidèles téléspectateurs, je vous remercie de nous avoir donné du temps, de nous avoir suivis. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne. Vous ne serez pas déçus parce que l'information sera toujours à votre portée et nous sommes là pour vous donner cette information en temps réel. En tout cas, abonnez-vous massivement, vous ne serez pas déçus. Merci et à la prochaine. Au revoir. Vous êtes sur la radio Bissonioso Congo RDC. Ah bon? Oui, tapez www.radiocongonews.com, accédez dans notre site et avoir toutes nos informations. Soyez le mieux informé dans le monde numérique.